Je travaille pour l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, qui est un service de la région Normandie qui relève de la direction Europe et internationale de la région, qui est basée à Bruxelles, et qui suit plus spécifiquement les programmes européens gérés directement par la Commission européenne ou ses agences, dont Horizon Europe. Euh, Peut-être avant de commencer, vous précisez, comme d'habitude dans un webinaire, merci de couper vos micros et vos caméras. Le webinaire est enregistré, donc à partir du moment où vous participez, vous acceptez de participer à cet enregistrement. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. On a aussi des temps de questions-réponses qui sont prévus au cours du webinaire, mais voilà, n'hésitez pas à préempter ces temps. Et puis, vous recevrez, non, le replay et la présentation de ce webinaire seront mis en ligne dans la foulée, donc ce matin a priori, sur le site L'Europe s'engage en Normandie. Et sur ce site, vous retrouverez tous les replays et toutes les présentations des webinaires qui auront été organisés ce mois-ci. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera rendu disponible. Concernant notre webinaire de ce matin, donc je dis un petit mot et ensuite je donnerai rapidement la parole aux PCN, aux points de contact nationaux de l'EIC, à la fois EIC Pathfinder, donc éclaireur, et EIC Accélérateur, pour vous présenter les grands appels de 2026 et les nouveautés. Nous aurons aussi 2 retours d'expérience de structures normandes qui sont lauréates de ces dispositifs, Naturplast et Aurora Stérilisation. Dans les 2 cas, on aura des moments de questions-réponses. Et puis, côté région Normandie, nous vous présenterons l'outil Jump Europe, qui est un outil d'accompagnement au montage de projets européens pour les acteurs normands, qui a été mis en place par la région et sur lequel on reviendra rapidement. Et là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. En guise d'introduction, vous rappelez... Oh, voilà, pardon, je suis allée un peu vite. En guise d'introduction, oh là là, voilà. Vous rappelez que, hop, la Commission européenne a publié la semaine dernière les programmes de travail 2026-2027 des différents volets d'Horizon Europe. Elle avait publié un petit peu plus tôt le programme de travail 2026 de l'EIC, le Conseil européen pour l'innovation. Donc, on est vraiment ici sur les dernières années de mise en œuvre du programme. Et si Horizon Europe, le programme cadre européen pour la recherche et l'innovation, vous intéresse, si vous souhaitez vous saisir de ces opportunités, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et donc, avec côté antenne de Bruxelles de la région Normandie, on a souhaité organiser une série de webinaires pour vous présenter ces appels à projets, ces derniers appels à projets d'Horizon Europe. Ces webinaires ont aussi été l'occasion de mettre en avant des structures normandes qui ont été lauréates d'Horizon Europe par le passé, pour rendre un petit peu plus concrète cette expérience. Et donc, vous voyez sur cette diapo les différents webinaires qui ont été organisés tout au long du mois de décembre. Aujourd'hui, on est sur le dernier webinaire. Et encore une fois, vous retrouverez toutes les présentations et tous les replays sur le site L'Europe s'engage en Normandie, sous le lien qui est indiqué sur la diapo. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. À la fin de la présentation, vous aurez nos coordonnées si vous souhaitez approfondir un point en particulier. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laurent Vol, PCN EIC Pathfinder au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Laurent, je t'en prie, n'hésite pas à prendre le contrôle sur la présentation. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Merci Zoé pour l'invitation et pour intervenir sur ce webinaire. Donc, voilà, comme Zoé m'a présenté, je suis membre du point de contact national sur l'EIC Pathfinder et également Transition et Advanced Innovation Challenges. On en parlera rapidement. Donc, Horizon Europe, vous savez ce que c'est, hein, Zoé a fait l'introduction. Alors, peut-être pour situer rapidement le sujet du jour. Donc, le Conseil européen d'innovation se trouve dans le pilier 3, dite Europe innovante. Donc, c'est un continuum, le IC, c'est un continuum de soutien de les innovations de rupture, depuis la recherche plus fondamentale, mais avec des applications et un impact
potentiel marché ou de souveraineté industrielle économique avérée, donc ce qu'on appelle haut risque, haut gain, et un financement de ce qu'on appelle aussi la deep tech, on va y revenir dessus. Alors là, vous avez sur la slide donc l'architecture des trois piliers, mais je vais pas m'approfondir sur le sujet. Donc, le Conseil européen de l'innovation, comme je vous disais, un continuum de l'innovation depuis les bas niveaux de maturité technologique, le TRL 1, jusqu'au TRL 9, donc des principes de base jusqu'à le système pré-commercialisé ou commercialisé. Donc, vous avez deux approches et on va dire essentiellement trois instruments. Et puis, on verra qu'il y a un petit nouveau qui vient d'arriver. Donc sur la partie, les deux approches, c'est une approche ouverte, donc tout sujet, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un projet sur n'importe quelle thématique, alors à partir du moment où elle respecte bien sûr ces conditions de haut risque, haut gain, deep tech, je vais y revenir, ou vous avez une approche par challenge, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler top-down aussi, c'est-à-dire avec des sujets imposés auxquels vous devez répondre et on y reviendra. Donc sur la partie gauche du slide, c'est-à-dire sur les bas TRL, on a ce qu'on appelle le Pathfinder et qui va être l'objet essentiel de ma présentation de ce matin. Je dirais deux mots du transition et de son petit frère, enfin c'est pas vraiment un petit frère, c'est un peu un pilote, Advanced Innovation Challenges, qui est une nouveauté de cette année. Alors nouveauté importante parce que ça a peut-être vocation à devenir un modèle d'instrument aussi au-delà de 2028. Et puis ensuite, donc, comme l'a dit Zoé, dans la suite de la présentation, nous aurons un témoignage d'un lauréat Pathfinder et puis ensuite je passerai la parole à ma collègue Carole pour la partie OTRL qui concerne l'accélérateur. Donc, sur les instruments, on va dire, plus bas TRL, donc le Pathfinder, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement des consortiums, même s'il y a des petites exceptions concernant le Pathfinder Challenges, mais en majorité, c'est donc des projets collaboratifs qui sont pluridisciplinaires et donc qui impliquent, alors on va dire essentiellement des organismes de recherche et des universités, mais aussi des PME, des startups ou des grandes entreprises. Et je crois qu'on aura un exemple tout à l'heure d'entreprises ayant participé à un Pathfinder. Il faut vous représenter que c'est à peu près 25% des lauréats qui sont des entreprises. Donc l'objectif, c'est d'aboutir, et on va le voir un peu plus tout à l'heure, à une preuve de concept à un niveau TRL. Alors c'était 3-4, mais en 2026, c'est plutôt 4. Enfin, 3 aussi, mais la tendance, c'est plutôt d'aller vers un TRL 4, c'est-à-dire avec une preuve de concept en environnement de laboratoire abouti. Et puis, je donnerai quelques précisions sur le transition, qui est un instrument méconnu, mais intéressant, et qui permet, alors lui aussi sur tout sujet, alors plus ou moins tout sujet, on va voir pourquoi, d'aller maturer, porter à maturation des résultats de recherche de projets antérieurs, alors soit des projets Pathfinder, soit des projets issus d'Horizon Europe ou 2020, et de les porter à maturité, à un TRL6, c'est-à-dire à une validation dans un environnement industriel ou sous la forme d'un proto, d'un démonstrateur, et en même temps de faire cette maturation d'un point de vue business. Et là, sur cet instrument, il y a la possibilité d'aller soit en consortium collaboratif, soit également en mono-bénéficiaire, en mono-déposant. Et puis le dernier, IC Advanced Innovation Challenge, je ne vais pas trop en parler parce qu'on va surtout se focaliser sur le Pathfinder, mais je voulais vous l'indiquer et j'aurai un slide dessus tout à l'heure parce que c'est bon de le connaître malgré tout. Carole, si tu veux prendre ce tableau, ton micro. Je disais, j'étais en mute, évidemment. Bonjour à tous. Carole Miranda, donc PCNI IC Accelerator, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, on continue de monter dans l'échelle TRL pour arriver, donc, comme l'a dit Laurent, au TRL 6 et pour monter jusqu'au TRL 9 et même au-delà. Donc, cet instrument de l'IIC Accelerator est là vraiment pour financer ce qu'on appelle la scalabilité des entreprises, la croissance des entreprises.
Et pour pouvoir postuler un IIC Accelerator, on le verra, il faut réussir à coupler à la fois une attractivité technologique, deep tech très forte et à la fois une attractivité business, commerciale sur le marché. Donc, vous voyez, le budget est très conséquent. C'est l'instrument qui est le plus financé dans le cadre de ce European Innovation Council, donc 634 millions d'euros. À l'instar de l'EIC Pathfinder, on fonctionne avec des appels open, c'est-à-dire sans thématique, c'est-à-dire des appels qui vont permettre de préserver ce que j'appelle la sérendipité de la recherche, c'est-à-dire être capable de financer des recherches qui émanent finalement de nos innovateurs, et puis des défis importants, et on va les voir, pour préserver évidemment l'intérêt stratégique, souveraineté de notre continent. On est exclusivement sur du mono-bénéficiaire, mono-déposant. On verra mais effectivement, c'est essentiellement des startups et des PME qui répondent à la définition avec moins de 500 employés. Et puis, comme on est assez haut sur l'échelle TRL, on est sur ce qu'on appelle du blended finance, c'est-à-dire du financement mixte, à la fois avec un volet subvention, 70% des coûts du projet, et puis à la fois sur un volet equity, investissement. Et vous voyez que les montants sont conséquents, puisqu'on peut arriver jusqu'à 12,5 millions d'euros, 2,5 millions en sub, 10 millions d'euros sur le volet equity ou quasi-equity. Un peu comme Laurent, on a entre guillemets un petit nouveau qui n'est pas complètement nouveau, mais qui date de l'année dernière, les IC Step Scale Up. Je vous laisserai les slides, mais je n'en parlerai pas. C'est quelque part ce qui va prendre encore la suite de l'EIC Accelerator, mais exclusivement sur deux thématiques très stratégiques pour l'avenir de notre continent, pour nous permettre d'aller vers cette souveraineté technologique qui, à terme, nous permettra d'aller vers la souveraineté économique. Ça s'appelle le STEP. Bon, l'acronyme, c'est pas très important. Il n'y a aucune contrainte de TRL, mais on a plutôt sur des TRL 6, voire TRL 7 en début de projet, toujours sur du monodéposant. Les règles d'éligibilité sont les mêmes. On est exclusivement sur un volet equity. Et l'idée, c'est vraiment de financer de la scalabilité. Donc, l'Europe est prête à mettre des tickets entre 10 et 30 millions d'euros, mais avec cette condition d'être capable de lever entre 3 à 5 fois de ce montant. Donc, on est vraiment pour des startups qui ont vraiment cette courbe de croissance, si je puis dire, à la verticale. Voilà, Laurent, j'ai pris un petit peu de temps, mais je t'en redonne. Voilà. Merci Pas de beaucoup. Je souci, laisse Laurent poursuivre. pas de souci. Merci Carole. Voilà, donc cette introduction étant faite par tous les deux, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va commencer par le Pathfinder. Donc je vous rappelle, hein, sur les TRL plutôt bas. Donc l'objectif du Pathfinder, c'est quoi? En fait, l'objectif du Pathfinder, c'est de soutenir une vision à long terme pour développer quelque chose de technologiquement radicalement nouveau, je dirais, en combinant des savoirs, des connaissances scientifiques pluridisciplinaires, mais avec le potentiel d'impacter positivement l'économie et la société. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a à la fois une bonne conscience, une bonne connaissance des marchés vers lesquels cette technologie peut s'appliquer, de la façon dont ces marchés peuvent être adressés. Alors, il ne s'agit pas de les adresser dès le Pathfinder, mais peut-être avoir certains des futurs utilisateurs, par exemple, dans un advisory board. Et quand on dit impacter l'économie et la société, c'était à la fois donc créer ou changer un marché, mais aussi, Carole a prononcé le mot, modifier, enfin améliorer la souveraineté industrielle et technologique de l'Europe dans un certain nombre de domaines. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu les gatekeepers, une vision à long terme convaincante d'une technologie à fort impact, une percée scientifique concrète, originale et ambitieuse, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas on n'est pas sur de l'incrémentation technologique. Et là, c'est quelque chose, je dirais, qui est même très, très prégnant, j'insiste dessus. Autant peut-être parfois sur les instruments un peu plus hauts en TRL, on reste sur de la deep tech, mais le côté, je dirais, totalement nouveau de la technologie au sens de l'état de l'art,
n'est peut-être pas aussi prégnant. Alors, il l'est au sens du marché, mais peut-être pas au sens de l'état de l'art. Alors que sur le Pathfinder, vous avez un critère d'excellence qui est vraiment important pour montrer que vous avez à la fois une percée scientifique et aussi ce qu'on appelle une approche high risk, high gain, c'est-à-dire qu'il reste des risques que vous maîtrisez ou vous montrez comment vous allez pouvoir maîtriser, mais qui, à l'inverse, ont un fort potentiel d'impact, d'amélioration des connaissances et de transformation de ces connaissances en produits, services, etc. À l'issue. Alors, l'autre point important, c'est l'interdisciplinarité. Donc, on fonctionne en consortium. Alors, il y a une toute petite exception pour le Pathfinder Challenges où on peut légalement y aller seul, mais on voit dans les faits que c'est très très rare, ou alors c'est peut-être des organismes de recherche qui ont de multiples labos et qui peuvent cocher cette case d'interdisciplinarité. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que Pathfinder égale projet collaboratif dans 99% des cas. Également, ce qu'on voit pas mal, c'est des jeunes chercheurs qui sont impliqués dans ces projets, ainsi que des startups. On a des startups qui peuvent être impliquées, alors pas forcément dans l'ordre chronologique des TRL, hein. On peut avoir des startups qui, quelque part, une fois qu'elles ont un produit mature, qu'elles ont peut-être été accompagnées par l'accélérateur, vont appliquer ces connaissances et ce produit mature pour faire évoluer les connaissances dans un Pathfinder. Enfin, voilà, sachez que c'est aussi, et je crois qu'on verra dans l'exemple après, pas uniquement des centres de recherche ou organismes académiques, mais aussi des PME. Alors des PME aussi qui ne sont pas des startups deep tech, moi j'en connais, des PME, alors certes des PME technologiques, mais qui font de la fourniture je dirais, un peu de recherche à façon, qui peuvent participer à ces consortiums Pathfinder. Ce qu'on vous demande, c'est de faire une preuve de principe, hein, un POC, avoir aussi une stratégie de protection propriété intellectuelle qui permet ensuite d'aller exploiter cette propriété intellectuelle, alors soit par les partenaires du consortium, soit par d'autres. On le verra avec l'exemple de l'autre instrument qu'est le transition. Donc, également un premier idée de plan d'exploitation, une analyse réglementaire et de tout ce qui peut être bouleversé en termes de, voilà, est-ce que la réglementation est aujourd'hui adaptée ou est-ce qu'il faudra la modifier pour que la technologie qui sera issue de ce projet puisse ensuite être transformée en produit et avoir un réel impact. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'un projet Pathfinder moyen, c'est 4 millions d'euros. Alors pour ceux qui connaissaient jusqu'à aujourd'hui, c'était 3 millions sur le Open, 4 sur les Challenges. Maintenant, c'est 4 pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté, là je le redis, je réinsiste, d'atteindre un TRL 4. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Donc c'est un projet qui dure de 3 à 5 ans avec en moyenne 4 ans. Et vous voyez que vous avez deux deadlines, une pour l'Open qui est le 12 mai, donc ça va venir assez rapidement, et une autre pour les challenges le 28 octobre. Les critères d'évaluation, alors vous retrouvez les 3 grandes familles de critères d'Horizon Europe, à savoir l'excellence, l'impact, la mise en œuvre. La seule petite subtilité, c'est que sur le Pathfinder, l'excellence est prépondérante avec, vous voyez, 50%, comment dirais-je, un coefficient de 50% sur la note, hein. Et là, c'est une petite nouveauté aussi. Jusqu'à aujourd'hui, c'était 60, donc c'était encore plus prépondérant. Cette année, on baisse parce que l'impact gagne 10%. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on veut vraiment non seulement des projets qui cochent toutes les cases, si je puis dire, de vision à long terme, radicalement nouvelle, de disruptivité au niveau d'originalité, au niveau des connaissances scientifiques transformées en technologie, de la méthodologie, high risk, high gain, de l'interdisciplinarité, etc. Non seulement on veut vraiment cocher toutes les bonnes cases, mais en plus, on veut que ça reste pas dans les tiroirs, entre guillemets, mais qu'il y a un impact avéré qui est documenté et que les résultats de ce projet pourront être immédiatement saisis, soit encore une fois par les partenaires du consortium ou par d'autres, pour être montés en TRL ensuite et amenés vers le marché. Donc voilà, les potentiels d'innovation, le potentiel de transformer la société, disrupter certains marchés,
avoir un impact positif sur l'environnement également, c'est un point un peu transverse à tout Horizon Europe. Tout ça, ce sont des points importants. Et puis, bien sûr, la qualité de mise en œuvre, alors qui a une note moindre, mais qu'il ne faut pas non plus négliger. Cet instrument est très, très, très compétitif. Donc, il faut vraiment viser un 5 sur 5 partout. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 5 sur 5, mais pas loin quand même. Alors, le open, comme vous l'avez compris, vous pouvez, j'ai bien aimé le mot de Carole de sérendipité, vous pouvez déposer n'importe quel sujet. Et puis, vous avez aussi une autre approche par challenge. Et cette année, vous avez 3 challenges. Ces challenges, ils ont la particularité, et là, je vais faire une toute petite digression, je vais reprendre les 2 minutes de Carole de tout à l'heure, parce que ça concerne aussi les 3 instruments. Nous avons au niveau de l'EIC ce qu'on appelle des programmes managers. Il y en a une dizaine. Et ce sont des gens qui ont été embauchés pour une période de 3 ans par l'EIC, enfin l'agence ISMEA qui gère l'EIC pour la Commission européenne, et qui ont la caractéristique d'être spécialistes d'un domaine technologique à la fois d'un point de vue, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont à la fois une expérience de chercheurs et entrepreneurs. Et ces programmes managers se constituent des feuilles de route technologiques depuis les bas TRL jusqu'à accompagner des startups ensuite qui peuvent naître de ces premiers projets et ensuite bénéficier de l'accélérateur ou du scale-up vers les hauts TRL. Et donc, ils se constituent des portfolios de projets depuis les bas TRL et c'est eux qui vont construire ces appels à projets, enfin ces appels thématiques. Donc, vous en avez 3 pour le Pathfinder Challenges. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez les 3 slides suivants. Je vais les passer très vite, mais ils détaillent un petit peu ce qu'on entend pour chacun des 3. Donc, un qui concerne donc, les matériaux avancés pour la collecte d'énergie, hein, le stockage d'énergie. Un deuxième qui concerne des biotechnologies pour le mieux vivre en bonne santé en vieillissant. Et puis le dernier qui concerne en gros les nouveaux systèmes d'IA cognitifs. Et donc chacun de ces 3 sujets est représenté par ce qu'on appelle un challenge guide qui va détailler l'ensemble des attendus et qui va détailler aussi ce qu'on appelle les considérations de portfolio. Considérations de portfolio, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de départager au-delà de la note d'évaluation. Vous avez un deuxième critère pour les Pathfinder Challenge, c'est de départager les projets en fonction de leur pertinence par rapport à la feuille de route des programmes managers. Alors, je vous donne juste un exemple, hein, donc on a à peu près, voilà, de quoi financer 8 projets par thématique en 2026. Donc, vous voyez, vous avez un exemple sur, voilà, sur les matériaux avancés, pour, déjà capter de l'énergie ambiante pour des applications comme les IoT, et le smart grid et cetera. Donc les considérations de portfolio, voilà, ça va être, d'encourager à la fois des projets qui allient chimie, physique, nanotechno, système, et puis qui vont explorer différentes voies technologiques. Voilà. Bon, je vous ai mis les 3, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on n'aurait pas le temps. Les critères d'évaluation sont strictement les mêmes, si ce n'est que, bien sûr, il y a, je dirais, une référence au challenge, c'est-à-dire au guide du challenge, donc les objectifs et la pertinence pour le challenge considéré, mais sur le reste, on est essentiellement sur les mêmes critères que le Pathfinder Open. Voilà, donc 2 exemples. Je crois qu'on va avoir le témoignage de Naturplast et puis j'avais trouvé également une autre entreprise EV Technologies qui avait été lauréate d'un Pathfinder Open un peu plus tôt dans le programme. Alors, quelques mots dans les 5 minutes qui me restent avant de passer la parole justement à Naturplast pour un témoignage très intéressant sur le transition. Parce que le transition, c'est méconnu et finalement, il y a pas mal d'opportunités à la chercher. Alors, c'est quoi le transition? Comme son nom l'indique, il s'agit d'aller porter à maturation des résultats depuis un TRL 3 ou 4 vers un TRL 5 ou 6. Et ces résultats, alors peut-être que c'est ça qui en freine un peu la connaissance ou la facilité d'accès, c'est qu'il y a un petit bémol quand même, c'est que vous ne pouvez porter à maturité et donc déposer un EIC de transition que si vous êtes soit titulaire ou co-titulaire de résultats de projets européens
antérieur, un projet issu d'une certaine liste. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est tous les projets qui sont issus du pilier 2, c'est-à-dire les priorités industrielles et sociétales, ou de l'EIC, ou également, pour ceux qui connaissent, des ERC Proof of Concept. Et que ces résultats ne soient pas trop anciens, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas un peu antériorisés par l'évolution de l'état de l'art, ou pas trop nouveaux non. Les projets quand même commencé, et déjà, si le projet est déjà en cours et qu'il est en train de générer des résultats, qu'il est quand même déjà un peu généré des résultats. Si vous n'êtes pas co-titulaire de tel projet, alors il y a quand même une liste, c'est quand même pas loin de 2000 ou 2500 projets éligibles, hein. Mais si vous n'êtes pas co-titulaire de ces résultats, vous pouvez toujours, et on a des cas, aller contacter un de ces lauréats de projets, notamment des structures parfois académiques ou de recherche, et soit rentrer en consortium avec elles, soit avoir l'octroi d'une licence d'exploitation d'une partie au moins de ces résultats qui vous lève l'éligibilité pour participer à un transition. Et donc, dans une transition, voilà, j'ai un petit peu cette slide qui vous explique comment aller chercher ces résultats éligibles. Donc, un transition, c'est un projet qui peut être... Alors, on va dire qu'à peu près 40% des projets sont monobénéficiaires et 60% sont en petit consortium. Ça, c'est les stats européennes. Pour la France, c'est l'inverse. On a 60 voire 75% des projets de transition qui sont monobénéficiaires. Alors, c'est peut-être notre écosystème je dirais, d'accompagnement des startups qui veut ça. Mais il se trouve que dans les faits, on l'observe. Et donc, c'est un financement sous forme de subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros pour une durée alors, c'est rare, mais 2 à 3 ans, on va dire, pour cette montée en TRL, avec un seul cut-off cette année, le 16 septembre. Les critères d'évaluation, on retrouve toujours ces critères excellence, impact et mise en œuvre, mais qui ont le même poids ici. Et on est toujours sur la notion de disruptivité, de crédibilité, de faisabilité et technologique et commerciale. On vous demande d'avoir déjà une idée d'un business plan, de comment vos revenus vont être dégagés de cette future technologie qui sera mise sur le marché ultérieurement, et de valider ces hypothèses de business plan ou pas, ou justement trouver peut-être une alternative dans le cadre du projet. La notion de propriété intellectuelle est très importante, à la fois en amont et en aval. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la force, je dirais, de la performance de votre propriété intellectuelle est évaluée en amont par l'Office européen des brevets. Donc, les évaluateurs ont, je dirais, cette analyse de la force de votre propriété intellectuelle de départ aussi. Alors, quand je dis force, c'est par rapport à l'environnement, antériorité, force des revendications, etc. Et très, très, très rapidement, parce que je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc ce petit nouveau, alors je vais vous l'introduire en grande synthèse, qu'on appelle le Advanced Innovation Challenges, mais qui ouvre en 2026, mais qui a vocation, c'est un pilote, et qui a vocation à devenir l'un des instruments phares du futur EIC post-2028. Alors, Carole en parlera peut-être, mais aujourd'hui, dans les premières hypothèses, les premières propositions de la Commission qui sont en discussion, bien entendu, rien n'est entériné, sachez que l'EIC, je vous ai dit au départ, qui bénéficiait de 10 milliards d'euros sur 7 ans, pour les 7 prochaines années, donc à compter de 2028, pas les 7 prochaines à partir d'aujourd'hui, hein, mais au-delà de 2027, donc 2028 à 2034, on parle de 35,5 millions d'euros, ce qui fait plus de 3,5 fois 3,5. Et donc, cette Advanced Innovation Challenge pourrait être un des instruments, aux côtés de l'accélérateur, bien entendu, phare de ce. Alors, il s'agit de quoi? En gros, c'est des innovations qui sont tirées par un marché avéré, soit, puisque pour y postuler, il faut avoir déjà une technologie au TRL4 aboutie, hein, donc une preuve de concept en laboratoire, qui a peut-être une difficulté d'adoption naturelle par le marché, mais pour lequel vous avez soit des utilisateurs finaux privés, donc des entreprises industrielles, soit des utilisateurs finaux publics, donc de la commande publique, qui est intéressé pour, je dirais, in fine, utiliser cette technologie dans des produits ou services.
que bien sûr cette technologie a un potentiel de transformation, que vous disposez de infrastructures pour monter en TRL, et donc cet instrument fonctionne, alors c'est ce que la commission appelle le ARPA-like. J'aime pas trop cette dénomination, mais c'est un peu parlant pour ceux qui connaissent le modèle des ARPA américaines, hein, donc des agences de l'innovation de rupture. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de tirer par le marché des résultats de projets à TRL4 pour les amener vers des technologies, enfin des produits, plutôt des produits ou services innovants avérés. Et c'est un instrument en deux étapes. Une première étape qui est plutôt une étude de faisabilité, de benchmarking des différentes solutions disruptives qui sont proposées face aux deux challenges que je vais vous citer. Et en 2027, il devrait y avoir un deuxième call qui, lui, sera la vraie maturation de ces projets. Alors, simplement, bon, je passe rapidement, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les deux sujets, qui, a priori, seront les deux seuls sujets d'Horizon Europe, c'est le premier, c'est sur, je dirais, les nouvelles formes de robotique utilisant de l'intelligence artificielle. Et la deuxième, c'est les nouvelles approches méthodologiques, alors qu'on peut aussi traduire par méthode non animale de tests de médicaments, de thérapie. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment dans Horizon Europe, les fameuses NAMS. Donc, si vous êtes dans ces domaines, c'est intéressant de regarder. Le petit bémol à tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire vite si vous êtes intéressé, puisqu'il n'y aura qu'un seul cut-off pour la phase 1 qui est le 26 février, donc ça vient vite, mais je pense que c'était utile malgré tout de le mentionner. Et simplement, voilà, donc je fais partie d'une équipe, on est 3 personnes, alors pas 3 ETP, hein, 1,8 ETP, puisque Chiara et moi-même sommes mis à disposition par nos entités respectives, et Grégorio qui est notre coordinateur. Et le service que l'on rend, hormis des informations au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Ce type de webinaire comme aujourd'hui, c'est de faire une analyse ce qu'on appelle des Evaluation Summary Report, hein, donc et des résultats, voir pourquoi tel projet ou telle typologie de projet a été accepté plutôt que tel autre. Et deux autres services que nous rendons aussi, c'est un coaching des coordinateurs Pathfinder français qui redéposent, donc qui ont déjà, parce que c'est un instrument très, 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 très compétitif, donc parfois on n'y arrive pas du premier coup. Donc tous les ans, on réunit tous les coordinateurs français de Pathfinder Open qui ont eu une bonne note, mais malgré tout n'ont pas été financés, pour les aider à améliorer leurs propositions. Et puis également pour le IC Transition, je ne l'ai pas détaillé, mais l'évaluation se passe en deux étapes, une étape écrite et une étape orale, un peu par similitude avec ce que Carole va vous présenter tout à l'heure sur l'accélérateur. Et pour l'étape orale, nous faisons aussi des entraînements oraux à blanc pour les propositions donc, qui sont admissibles, donc qui ont été positivement évaluées à l'issue de la phase écrite. Voilà, je crois que je suis juste dans les temps, 10h38. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et n'hésitez pas après pour les questions. Là, je vais passer la parole à un témoin qui a participé au projet Satisfaction de mémoire, un EIC Pathfinder Open de 2024. Merci beaucoup, Merci. Laurent. Merci beaucoup pour cette présentation efficace, détaillée et concise. Et donc, effectivement, Laurent, je vous laisse prendre la main sur la présentation. C'est tout fait. Parfait. Oui, je crois que j'ai le contrôle. Je vérifie simplement, mais normalement, c'est bon. Oui, les Parfait. diapos défilent. Les diapos défilent. Donc, bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à faire part de notre expérience sur ces projets Pathfinder. Très succinctement, donc, je m'appelle Laurent Bellard, je suis le directeur scientifique d'une PME normande qui s'appelle Naturplast. Alors, en quelques mots, Naturplast, nous sommes une société basée du côté de Caen, en Normandie. On a été créé en 2007. Et notre cœur d'activité, c'est de développer, produire et commercialiser des matériaux polymères biosourcés et ou biodégradables. Notre objectif premier, c'est effectivement d'accompagner des industriels
à des transitions vers des matériaux censément plus écologiquement, plus favorables d'un point de vue environnemental. Ça, c'est notre cœur de métier qui tourne autour essentiellement du négoce à l'origine. Se sont greffés sur cette activité historique de négoce des activités qui sont plus liées à la recherche et au développement et à des activités de service, toujours dans l'idée d'accompagner au mieux nos clients. On est aujourd'hui une PME. On ne se qualifie plus de start-up au bout de près de 20 ans d'existence, mais on est une PME de 17 personnes, donc on reste une petite structure. Pour autant, dès que les activités de R&D se sont lancées à partir de 2011, on a été assez rapidement impliqué dans un certain nombre de projets pour accompagner notre développement. Alors, nos activités, comme je te disais, donc formation-études, on fait un peu de broyage, pas mal de distribution de matières premières et de production à façon de matériaux formulés par nos soins à la demande de nos clients. Et une activité, comme je le précisais, de recherche et développement qui fait aujourd'hui partie de nos cœurs de métier. C'est une activité qui, en fait, est loin d'être négligeable pour nous, puisqu'elle représente à l'heure actuelle environ 15% de notre chiffre d'affaires, donc, ça reste une part extrêmement importante de notre chaîne de valeur et de nos activités. Alors, comme je le disais, on a été assez rapidement impliqué dès 2011, dès qu'on a créé le laboratoire. On a été assez rapidement impliqué dans plusieurs projets collaboratifs. Alors, je ne vais pas tous vous les lister, bien évidemment, puisque à l'heure actuelle, on a déjà mené plus d'une quinzaine de projets à terme. Et en ce moment, on en a 11 non, pardon, 9. Il y en a 2 qui viennent de se terminer. Autant pour moi. Ces 2-là viennent de se terminer. Mais donc, on a 9 projets collaboratifs qui tournent. Et sur ces 9 projets, la moitié sont des projets collaboratifs européens. Donc, on est très, très, très fortement impliqués. Et parmi tous ces projets européens que l'on mène au sein de notre structure, il y a notamment ce projet Satisfaction sur lequel on a candidaté, qui est effectivement un Pathfinder Challenge pour lequel on a été lauréat cette année. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à... Hop, attendez, pardon, j'ai un petit bug sur ma souris, je m'excuse. Voilà, pardon. Alors, ce projet Satisfaction, c'est donc un projet Pathfinder Challenge qui est financé par la Commission européenne via l'EIC. C'est un projet qui vient tout juste de démarrer puisque le démarrage officiel du projet a été fixé au 1er octobre, oui, c'est ça, 1er octobre de cette année. Et c'est un projet qui est l'idée coordonnée par un partenaire espagnol qui s'appelle ENIA. C'est un projet qui doit s'étaler sur une durée de 48 mois, de 4 ans, avec un budget total de 3,75 millions d'euros. Donc, voilà, budget maximum de 4 millions, on a demandé 3,75 et on a été sélectionné là-dessus. Alors, l'idée de ce projet, je ne vais pas rentrer dans les détails technologiques du projet, ce n'est pas le lieu pour en parler, mais d'une manière globale, notre idée est d'aller synthétiser dans le cadre de ce projet des matériaux biosourcés et biodégradables que l'on appelle des PHA, d'en faire des formulations et de préparer des matériaux qui soient aptes à aller par formulation et compoundage, à partir desquels on va pouvoir fabriquer des packagings. Ce qui est très important dans notre approche, c'est que ces packagings, on a l'intention de les recycler, notamment de manière chimique. Donc, le challenge pour nous est essentiellement ici, c'est cette étape de dépolymérisation pour favoriser le recyclage des matières et repolymériser. L'idée étant de ne pas perdre de propriété. Il y a également une subtilité à ce niveau-là, c'est qu'on cherche, dans le cadre de ce projet, à obtenir des propriétés spécifiques dès cette étape de dépolymérisation, repolymérisation, pour avoir des caractéristiques particulières pour nos emballages. Et pour nous aider en fait à déterminer les bonnes structures de matériaux dont on a besoin, il est prévu de faire notamment appel à des modèles de simulation via intelligence artificielle
Ces modèles, on va les alimenter avec pour objectif de dire si je veux tel type de propriété, il me faut tel type de structure et comment je fais pour obtenir tel type de structure lors de ces étapes de dépolymérisation, repolymérisation. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est clairement ici en fait qu'il y a un gros challenge à relever et c'est ce qui a été notamment mis en avant lorsqu'on a déposé le projet. Alors, je vais plutôt vous parler en fait de la jeunesse du projet et des challenges auxquels nous, on a été confrontés lors du montage et de la validation de ce projet. La première chose à dire, c'est que dès qu'on parle de projet collaboratif, à notre échelle, on est une PME de 17 personnes, donc on n'a pas la force de frappe, je dirais, d'aller regarder tous les appels et de candidater partout. La première clé d'entrée pour nous, pour une PME de notre taille, c'est clairement le réseau. On a eu la chance d'intégrer assez rapidement des projets européens. On a eu la chance de prouver notre expertise et notre valeur ajoutée sur ces projets européens. Ça nous a permis de beaucoup développer le réseau de recherche et développement autour des projets collaboratifs. Et c'est clairement aujourd'hui pour nous la première clé d'entrée. Ce sont les partenaires que l'on a pu avoir au cours de toutes ces années, avec lesquels on a pu avancer d'un point de vue technique et commercial, et qui nous permettent aujourd'hui de continuer à intégrer des projets collaboratifs sur lesquels on repère un potentiel. Dans le cadre du projet UIC Pathfinder, on avait fait une première proposition sur un call Horizon Europe. Ce premier projet a malheureusement été refusé en mai 2024. On a passé 6 mois à le monter. Je pense qu'il est important aussi, lorsqu'on est une PME, de prendre conscience que ça prend du temps. Mais voilà, donc on a passé 6 mois à le monter. Ce projet a été refusé. En fait, on a vu une autre opportunité via les Pathfinder. Et on a donc décidé de redéposer le projet qui avait été refusé. On l'a remanié, on a réorienté un peu le projet pour remonter et le rendre éligible à un appel EIC Pathfinder. Donc, il y a, au niveau d'une PME telle que nous, il y a un certain nombre de points qu'il a fallu prendre en compte avant de se lancer sur un projet de ce type. La première chose, ça a été bien précisé par M. Vol lors de la première intervention, on est sur des niveaux de TRL qui sont relativement bas. Donc, on est sur une TRL 4. Il faut en avoir conscience puisque ça veut dire que TRL 4, on valide à l'échelle du laboratoire et on commence à peine à envisager l'échelle pilote, ce qui veut dire que l'horizon commercial est plus lointain. Donc, les retours sur investissement, lorsqu'on est une PME et qu'on va sur un EIC Pathfinder, le retour sur invest, il ne faut pas l'attendre au niveau commercial dès la fin du projet. Il y a encore un certain nombre d'étapes à valider. L'autre point également à prendre en compte, c'est que, ça a également été dit, la concurrence est rude sur les projets Pathfinder. Je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais voilà, je pense important aussi d'en être conscient. Si mes chiffres sont bons, il y a eu plus de 400 projets déposés sur les Pathfinder Challenge en 2024. Seuls 31 ont été sélectionnés. C'est un taux de réussite qui est de l'ordre de 8%, inférieur à 8%, ce qui est quand même assez bas. Alors, n'hésitez pas à corriger mes chiffres, parce que je ne suis pas certain que ce soit les chiffres les plus à jour, mais peu importe. D'une manière générale, les projets européens, les Horizon Europe, on était plutôt sur des taux de succès entre 15 et 20% de mémoire. Donc, la concurrence est rude, il faut le savoir. Et ça a également été dit, il y a un accent très très fort à mettre sur tout ce qui va concerner la vision à long terme et le côté disruptif des technologies que l'on essaye de développer. Et c'est l'un des gros critères d'impact, ce qui fait que par rapport à des projets que nous, on avait l'habitude de monter, qui sont à des TRL plus élevés, ça nous a obligés à replonger beaucoup plus dans la technique que ce que l'on avait l'habitude de faire. Donc, une réflexion beaucoup plus poussée sur l'impact à long terme d'une technologie qui se veut disruptive. Donc, clairement, c'était quelque chose de très, très fort à évaluer. Je ne vous cache pas que nous, on a fait le choix, compte tenu de ces différentes difficultés en accord avec le consortium, on a fait le choix de faire appel à un cabinet de consultants spécialisés dans le montage de projets Pathfinder. Précision importante également pour tout participant au projet Pathfinder, le cabinet que l'on a sélectionné est rémunéré au succès. Autrement dit, si le projet n'est pas financé, voilà, nous, on ne débourse rien. Donc là, le projet a été sélectionné, donc on les paye. Mais c'est quelque chose qu'on fait assez peu. Je ne cache pas qu'on a été extrêmement satisfait de faire ce choix-là. Ça nous allège, nous, en termes de travail. Et finalement, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc, c'est une possibilité, à mon sens, à ne pas négliger. Donc, au montage, un certain nombre de points particuliers à prendre en compte. Et pendant le projet, alors, je vais passer sur un découpage administratif en work package auquel on n'était pas habitué, puisque bon, c'est juste une arcane de suivi.
Quelque chose qui m'a surpris sur les Pathfinder Challenge et on ne s'y attendait pas, c'est ce qu'on appelle les portfolio activities, dans lequel le lycée nous a demandé en fait de travailler de manière collaborative entre projets collaboratifs. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été sélectionnés sur des thématiques qui sont différentes, mais les portfolio activities, en fait, plusieurs projets collaboratifs du même pilier sont mis, entre guillemets, dans la même salle pour identifier des problématiques communes qui portent sur l'aspect commercialisation, sur l'aspect technique, sur l'aspect réglementaire, etc. L'idée étant de sélectionner plusieurs projets collaboratifs et d'essayer d'identifier des points communs sur lesquels on va pouvoir travailler tous ensemble entre projets collaboratifs pour favoriser l'impact à long terme de l'ensemble des projets. Pour moi, ça a été une grande nouveauté. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. On vient tout juste de faire le kick-off pour ces activités de portfolio. On attend un petit peu de voir ce sur quoi ça va nous orienter, mais très franchement, en termes de retour d'expérience, j'avoue que je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'on est sur des problématiques différentes, on est sur des technologies différentes, on est sur des marchés différents. On est tous des techniques et des scientifiques et on se retrouve à se retrouver, enfin, on est devant des difficultés communes en fait. Donc l'approche est très intéressante de voir entre différents projets et différents consortiums, finalement des convergences entre ces différents projets pour essayer de favoriser la montée en puissance d'une bioéconomie au niveau européen. Donc c'est à la fois perturbant, parce qu'on ne s'y attendait pas honnêtement, et à la fois extrêmement challengeant et extrêmement intéressant. J'ai également appris que du coup, le portfolio activity, le fait que plusieurs projets puissent avoir des synergies communes, ça fait apparemment également partie des critères de sélection des projets au démarrage, alors qu'on ne s'attendait à n'avoir que l'impact, que l'excellence du consortium, etc. Apparemment, non, il y a quand même une forme de synergie entre projets que nous, on ne connaît pas au démarrage, mais qui est évaluée à l'échelle d'au-dessus. Voilà. Alors, je vais conclure parce que je vois que je suis en train de déporter allègrement de mon temps de parole. À notre niveau, au niveau d'une PME, donc il y a, pour synthétiser, il y a un certain nombre de challenges. Être bien conscient que ça peut prendre du temps et qu'il n'y a aucune garantie de résultat, surtout sur un Pathfinder où c'est particulièrement compétitif. L'exigence de reporting, ça peut faire peur au démarrage lorsqu'on n'a pas l'habitude. Je réitère, on est une société de 17 personnes, on est une petite structure et très honnêtement, après quelques projets, une fois qu'on a pris le pli, c'est quelque chose qui se fait très bien et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui ne nous effraie plus d'aller faire du reporting administratif, financier. On peut avoir l'impression que c'est très lourd. La première fois, ça l'est parce qu'on ne sait pas où on met les pieds et au bout d'une ou deux expériences, très franchement, on est rodé. L'étape de rédaction d'un Pathfinder nous a demandé un travail intellectuel et un travail de projection plus poussé que ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de travailler plutôt sur des projets pilotes de TRL 4 à 7 à peu près, où la commercialisation, alors qu'on est une PME, la commercialisation, on la voit à court, moyen terme. Et donc, il est plus facile pour nous de se projeter à court, moyen terme. Là, le Pathfinder nous a obligés à nous projeter à beaucoup plus long terme. Donc, c'était un exercice un peu différent et particulièrement intéressant. J'ai oublié de préciser que c'était le premier projet Pathfinder qu'on déposait et c'était clairement pour nous un nouvel instrument. Par contre, nous restons des gens techniques. Donc, lorsqu'on nous propose des projets extrêmement innovants avec des technologies disruptives, je suis de formation scientifique de base. Inutile de vous dire que dès qu'on me parle de science, moi, ça m'amuse. Mais bon, il faut quand même, je prends ça en compte, mais il faut prendre le potentiel disruptif et le potentiel marché derrière. Et pour nous également, comme je le disais, notre première pierre d'entrée sur les projets restants de notre réseau, tout ce qui va contribuer à élargir notre réseau, nous faire reconnaître au niveau européen dans ces domaines techniques, contribue au rayonnement de notre structure au niveau Europe, nous facilite l'accès à de futurs projets européens et du coup nous ouvre davantage de portes sur des potentiels commerciaux visant, comme toujours, à favoriser la croissance de la société. Puis un dernier petit point également, lorsqu'on est une TPE, une PME, on dit souvent la recherche coûte cher. C'est vrai, la recherche coûte cher. Donc, lorsqu'on a des projets européens tels que les Pathfinder qui sont subventionnés à 100%, il faut le dire, ça reste extrêmement attractif. Donc, petit message, merci à l'Europe d'aider la recherche pour des structures telles que les nôtres. Et je m'arrêterai à ça.
N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et Merci. Oui. voilà, et je vous rends la main. Génial. Merci beaucoup. Je reprends la présentation. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. C'est vrai que Naturplast, vous êtes un peu nos champions normands en termes de participation à Horizon Europe. On en a peu et c'est vrai que vous en faites partie. Et merci beaucoup à chaque fois d'accepter de présenter des retours d'expérience. Peut-être avant de donner la parole à Carole, parce que je ne vois pas de présentation, de questions dans le chat. Laurent, est-ce que tu souhaitais revenir, Laurent Vol, est-ce que tu souhaitais revenir sur la question des taux de succès du Alors, Pathfinder? oui, alors juste peut-être, déjà, je vous prie de m'excuser parce que j'ai dit par erreur que Naturplast, vous aviez un projet EIC Pathfinder Open et c'est bien C'est un Challenge. challenge. Alors sur les challenges, oui, alors oui, les taux de succès sont très compétitifs. Sur le Pathfinder Challenge, ça va dépendre des challenges. On est entre 7 et 15% suivant les challenges. On a celui que vous avez, c'est avec Ivan Stefanic, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un 01-03-2024. Donc, Ouais, ok. oui, c'est celui-là. Et du coup, oui, ce sur quoi je voulais revenir peut-être, c'est parce que j'y suis passé très rapidement et Laurent l'a évoqué, c'est les considérations de portfolio sur les challenges. Donc en fait, il faut retenir que dans un Pathfinder Challenge, vous êtes évalué comme sur un Pathfinder Open dans un premier temps, donc sur les 3 critères avec les pondérations que j'ai expliquées. Et ce qui permet de faire un ranking enfin, un classement, je parle français, pardon, un classement des projets du meilleur peut-être au moins bon. Et ensuite, dans les meilleurs, en partant du meilleur, il va y avoir une deuxième étape d'évaluation, mais tout ça, je dirais, c'est avant la publication des résultats, hein. Et dans cette deuxième étape, le programme manager va travailler avec un comité d'évaluation qui est différent des premiers évaluateurs, des 3 évaluateurs qui ont fait l'évaluation sur dossier, pour, parmi les meilleurs, prendre les projets qui lui permettent de se constituer un portfolio qui répond aux différents axes qui ont été indiqués pour répondre au challenge, en fait. Donc, il peut y avoir plusieurs axes technologiques ou plusieurs axes d'application ou plusieurs axes de combinaison de disciplines ou de techniques. Et l'idée, c'est exactement ce que Laurent a décrit, c'est de se constituer un portfolio de projets qui vont ensuite pouvoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, il est très important de savoir que vous devez construire, alors c'est un peu dans le détail, mais ce que je vais dire, mais un work package dédié avec au moins 10 personnes moins à ces activités de portfolio, puisque l'idée, c'est de faire vraiment de la fertilisation croisée entre ces projets et ultérieurement, peut-être de ces résultats, encourager soit l'essaimage vers des startups, ou soit des startups comme celle de Laurent, ben, à aller maturer le projet dans une transition ensuite, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur les considérations de portfolio qui sont importantes à connaître dès lors qu'on va sur un Pathfinder Challenges. Ok, ben, merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, je vous propose qu'on passe à la présentation du volet accélérateur de l'EIC. Et donc, Carole, voilà, parfait. Vous avez la main sur la présentation. Alors, j'ai la main là sur la présentation. Alors, par Oui, contre, c'est tout petit. Alors, comment je peux faire? ça, malheureusement, peut-être au niveau de Euh, l'affichage. Ça veut dire quoi si voilà, masquer le mode présentateur, est-ce que là c'est bon? Pour nous, c'est tout bon. Eh bien voilà, c'est super. Donc rebonjour à tous. Donc on va passer à l'accélération, voilà si je puis dire pour la petite plaisanterie. Voilà, mon collègue Laurent est donc un éclairé puisque Pathfinder, comme l'a rappelé Zoé, ça veut dire éclairé. Donc il y a les éclairés et les accélérés. Donc vous l'avez compris, je fais partie du groupe des accélérés et donc je suis mise à disposition comme Laurent pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace désormais.
Alors, juste pour vous dire, vous avez un petit QR code. On a fait, nous, le PCN, un webinaire dédié le 20 novembre dernier à l'ensemble des nouveautés du programme de travail 2026. Voilà, je vous ai mis le QR code. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment nous réécouter. Alors, venons-en à ce dernier instrument, enfin avant-dernier maintenant avec le STEP, pour le programme EIC, donc qui s'appelle l'EIC Accelerator. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis l'EIC Accelerator dans le cadre de ce programme Horizon Europe? L'idée, vous le savez, on est très 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 bon, et le témoignage l'a montré, hein. On est très bon lorsqu'il s'agit de parler d'excellence de notre recherche. On est un tout petit peu moins bon lorsqu'il s'agit quelque part de transformer cette recherche en innovation. Donc on a quand même en Europe un problème de performance de l'innovation. Et toute l'idée de l'EIC, et en particulier l'EIC Accelerator, c'est d'essayer de permettre à notre continent, et notamment à nos startups deep tech, de retrouver quelque part toutes ces lettres de noblesse en matière d'innovation. Donc une fois que je dis ça dans le concept, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de financer plus de projets risqués. On va essayer de financer plus de deep tech. Et pourquoi c'est important la deep tech? Parce qu'on pense que la puissance industrielle de l'Europe de demain viendra justement de ces deep tech, donc viendra de vous, entreprises, start-up deep tech ou PME comme on vient de le voir, parce que vous êtes capable de créer une innovation très disruptive qui va permettre finalement de joindre un petit peu différents secteurs, différentes disciplines, et ça évidemment, ça crée une très très forte valeur ajoutée. Et puis derrière cette EIC, en particulier l'EIC Accelerator, il y a le fait de vous aider à franchir cette deuxième vallée de la mort qui va finalement du prototype que vous avez, TRL6, jusqu'au TRL9, c'est-à-dire jusqu'à la mise sur le marché. Et je répète ce terme de souveraineté parce que je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais l'EIC a aujourd'hui fait j'allais dire ses preuves. Donc l'IIC est totalement intégré dans le monde politique, il est totalement intégré dans le monde des acteurs, et donc à l'avenir, dans le cadre du FP10, à partir de 2028, oui, Laurent en a parlé, le budget de l'IIC va passer de 10 milliards d'euros, en tout cas la proposition, pardonnez-moi, de la Commission européenne, pour l'emmener jusqu'à 38 milliards d'euros. Donc ça veut dire à quel point le maître mot à l'avenir dans les programmes européens sera ce terme d'IIC. Donc il faut vraiment voilà, bien s'en rendre compte. Et donc de vous aider à franchir cette vallée de la mort, c'est quelque chose de très important. Alors j'ai dit qu'on allait financer des projets risqués, disruptifs. Et j'ai dit qu'en introduction, l'EIC Accelerator, ça allait être un instrument qui allait permettre de financer la scalabilité des entreprises, la croissance des entreprises. Alors pour faire tout ça, on va être obligé de mettre en place un instrument qui va répondre quelque part à ces nouveaux enjeux donc notamment de souveraineté dont j'ai parlé. Donc l'EIC Accelerator fonctionne un petit peu différemment de ce qui vous a été présenté, c'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle du financement mixte, on est sur du blended finance, parce qu'on ne fait pas de croissance avec de la subvention, on ne fait pas de croissance avec du prêt. On fait de la croissance, comme vous le savez, vous êtes des entrepreneurs évidemment avertis, avec de l'augmentation du capital. Donc là, l'Europe vous propose un volet subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros pour dérisquer votre, comment ça s'appelle, votre technologie entre le TRL6 et le TRL8, et puis un volet equity, et je m'aperçois qu'il y a une faute sur cette slide, qui va de 1 million et non pas de 0,5. Les règles viennent tout juste de changer et j'ai omis de le mettre à jour, donc mes excuses. De 1 million jusqu'à 10 millions d'euros pour vous permettre justement de réaliser cette croissance. Et puis, au-delà de ces financements importants, substantiels quand même, jusqu'à 12,5 millions d'euros pour une start-up pour réaliser sa scalabilité, c'est quand même important. Évidemment, il y a aussi le fait de vous accompagner. Et donc, cet accompagnement, dans notre jargon, ça s'appelle les Business Acceleration Services. Donc, dans le programme 2026, il y aura plus de 21 millions sur les 634
et au-delà, pardonnez-moi, c'est même plus, hein, qui seront consacrés à ces basses. Et ça, donc, c'est aussi important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous aider à aller dans des salons internationaux, vous mettre en relation avec des investisseurs, vous faire participer à ce qu'on appelle les EIC Corporate Days, c'est-à-dire des rencontres avec des grands comptes qui vont vous permettre à la fois d'accéder à des financements, mais beaucoup évidemment d'accéder au marché, du coaching, etc., etc. Donc l'EIC Accelerator va réunir quelque part ces trois bulles. L'éligibilité, j'y reviens pas, donc c'est mono-bénéficiaire, start-up, PME, donc inférieur à 500 employés. Sur cette slide, on vous a mis donc la définition de la PME, parce qu'au-delà du nombre d'employés, ben, évidemment, il ne faut pas être détenu pour plus de 25% par une entreprise qui ne serait pas considérée comme une PME. Bon, grosso modo, les PME qui appartiennent à des grands groupes ne répondent pas évidemment à cette définition. On a souvent la question sur les sociétés cotées en bourse, donc attention, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de justifier d'un financement dans le cadre de l'EIC Accelerator, alors que dans le STEP, j'allais dire, c'est beaucoup plus souple. Le projet doit être arrivé au TRL 6. Ça veut dire que vous devez avoir atteint tous les résultats du TRL 5. Alors, pour ceux qui seraient dans le domaine de la santé, c'est vrai que l'échelle TRL est beaucoup moins adaptée à ce secteur-là. Ça veut dire que grosso modo, vous avez terminé votre prêt clinique. Et puis pour ceux qui sont avec des innovations avec différentes échelles TRL, il faut que la brique centrale de ce que vous proposez au financement soit vraiment validée et que vous démarriez le TRL 6. Dans le cadre de l'EIC Accelerator, on a 3 cartouches. Et au-delà de ces 3 cartouches, vous ne pourrez plus candidater à l'EIC Accelerator jusque à la fin du programme Horizon Europe. Et bien sûr, on remet les compteurs à zéro à partir du FP10, donc Horizon Europe 2.0. Quelle est la pertinence? J'ai parlé de risque, j'ai parlé de deep tech, j'ai parlé de marché, j'ai parlé de market take-up. Donc, c'est vraiment fait pour des entreprises qui vont être capables d'avoir à la fois cette attraction commerciale et à la fois cette attraction vraiment technologique. Et donc, c'est fait pour des entreprises qui finalement sont en lien très étroit avec la recherche académique. On verra les statistiques, mais 57% des lauréats de l'EIC Accelerator ont des liens avec la recherche académique, soit parce que ce sont des émanations, des spin-offs, soit parce qu'elles ont fait beaucoup de partenariats publics-privés. Et puis souvent, l'EIC Accelerator, c'est la dernière marche. Donc ça veut dire que vous avez un peu, pardonnez-moi l'expression, écumé toutes les aides nationales, le crédit impôt recherche, la bourse French Tech, l'aide au développement iLab, iNov, etc. Donc, c'est un petit peu la dernière marche, sachant que je devais un petit peu me corriger quand j'ai parlé de CIR. Il est évident que vous pouvez bien sûr faire un EIC Accelerator tout en ayant le crédit impôt recherche. J'ai un peu mélangé subvention et fiscalité, pardonnez-moi. Il faut aussi déposer au bon moment. Donc, ça veut dire que vous êtes dans cette période de scalabilité et donc, ça veut dire que vous êtes dans l'idée d'avoir une courbe de croissance comme ça. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans les 10 millions, enfin de 1 à 10 millions sur du volet equity, l'EIC, qui va donc, ce sera l'EIC Fund qui va investir, ne sera jamais lead investor et ne mettra pas la totalité des besoins de financement pour réussir cette scalabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné du parcours, vous allez devoir trouver du co-investissement. Et donc, c'est important que vous soyez dans le bon timing entre le financement que vous allez percevoir, donc peut-être 10 millions d'euros, et puis le cofinancement que vous allez avoir. Donc, si vous demandez 10 millions d'euros à l'EIC, ça veut dire que vous aurez un cofinancement de 10 millions. Voilà, donc il faut être un petit peu dans le bon timing, donc d'où le fait que la temporalité soit vraiment cruciale. Et puis, on est vraiment sur des besoins de financement importants. On va voir les chiffres tout à l'heure, mais la moyenne, elle est vraiment très élevée. Et puis, il faut aussi que le projet soit risqué, c'est-à-dire que l'EIC Fund répond à ce qu'on appelle des failles de marché. Ça veut dire que si vous pouvez vous financer de manière totalement, j'allais dire, normale auprès de VC classiques, de VC privés, de VC publics, que vous pouvez vous financer tout simplement par le marché, alors l'EIC Accelerator n'est pas pour vous.
Comme je le disais, on a des appels open avec une majorité de financement, puisque vous voyez, ce sera 414 millions d'euros sur ce volet open. Donc, j'insiste, des technologies émergentes, de la sérendipité de la recherche. Il faut conserver cela. Et puis, des appels challenge. Donc, il y en a 5 dans le cadre de l'EIC Accelerator. Le premier, donc, matériaux avancés pour les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie. Deuxième défi, concept alternatif et technologie clé générique pour les centrales à fusion. C'est la première fois qu'il y a une thématique sur la fusion. Il n'y aura sur ce thématique que pour le moment en 2026 20 millions d'euros, mais ça va augmenter. Alors que les autres thématiques, il y aura 50 millions d'euros. Troisième thématique, la biotechnologie, donc au service de la régénération des sols agricoles. Quatrième, tout ce qui a trait au renforcement de la chaîne de valeur des matières premières critiques européennes. Donc attention sur cette thématique, tous les enjeux liés à la sécurité européenne seront regardés de près. Et puis enfin, des deep tech pour le changement climatique. Voilà, comme je le disais, 50 millions d'euros sauf sur ce challenge fusion. Alors voilà le processus général du parcours pour pouvoir gagner un EIC Accelerator. Donc on démarre par ce qu'on appelle une short proposal, qui est donc l'étape 1 du processus. C'est continuellement ouvert. Ça veut dire que vous pouvez déposer vos propositions tous les jours de toute l'année, hein. Mais il y a quand même un système de relève, et le système de relève, c'est tous les partis du mois, pas tous les partis, pardonnez-moi, c'est parce que j'ai été troublée par la question qui est arrivée, qui est apparue en même temps sur mon écran. Tous les premiers mardis du mois, à 17 h, il y a une relève des propositions. Vous déposez votre proposition de projet sur ce qu'on appelle le Funding and Tender portal. Vous avez un petit dossier d'environ 10-12 pages. Les choses se sont, j'allais dire, rationalisées. Avant, on avait 11 questions, on n'en a plus que 6. Donc, il y a quand même eu énormément de changements pour ce processus. Donc, il faut bien toujours prendre le dernier canevas de rédaction. On vous demande des documents, notamment un pitch deck de 10 slides et une vidéo de 3 minutes pour montrer un petit peu la motivation de l'équipe. Alors, en fonction de là où vous en êtes, c'est quelques jours à quelques semaines de préparation. Vous allez être évalué par 4 évaluateurs et il faut au moins que 3 d'entre eux vous donnent un go pour que vous soyez éligible pour la deuxième étape du processus de sélection, et vous avez généralement les résultats entre 4 et 6 semaines après. Si vous recevez donc ce fameux go, vous aurez droit au fameux Business Acceleration Services. Alors, ça va commencer petit, c'est-à-dire que vous aurez droit à 24 heures de coaching, ça veut dire 3 jours de 8 heures de travail, et vous pouvez sélectionner votre coach en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais l'idée, c'est de maximiser l'impact qu'aura notamment la subvention, mais également l'investissement sur votre entreprise. Donc, vous pouvez demander du coaching en business model, du coaching en business plan, du coaching pour pouvoir gérer votre propriété intellectuelle, etc., etc. J'arrive à l'étape 2. Donc là, il y a des gros changements dans le domaine de l'étape 2. Jusqu'à l'année précédente, il n'y avait que 2 cut-off dates. Donc l'étape 2 fonctionne pour parler français, par des points d'évaluation. En 2026, il y en aura 6 et c'est une excellente nouvelle pour pouvoir répondre justement à cette accélération et à ce besoin de compétitivité. Rationalisation également sur le projet, enfin plutôt le dossier que vous allez soumettre. On était à 50 pages, on passe à 20 pages. Et en fait, désormais, la full, pour moi, c'est une short proposal plus. C'est-à-dire, c'est une short proposal évidemment améliorée, un peu plus dense, avec tout un tas d'annexes. Le pitch deck. Attention, le pitch deck, ce sera celui que vous allez utiliser pour la 3e épreuve de sélection qu'on appelle le pitch et l'audition. Vous allez aussi trouver ce qu'on appelle désormais le plan de mise en œuvre ou le plan d'implémentation, pour parler en mauvais français. Avant, ce plan d'implémentation était dans
ces 20 pages, enfin avant c'était 50 pages, c'est d'ailleurs dans ces pages de storytelling, dans ces pages où vous allez nous décrire votre proposition de projet. Désormais, ça se retrouvera en annexe. Et puis une autre annexe très importante qu'on appelle le Freedom to Operate, le FTO, parce qu'il est évident que si on vous donne 12,5 millions d'euros pour aller jusqu'au marché, on veut être certain que le cheval gagne la course. Et parmi les facteurs de succès, eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait aucun droit de propriété intellectuelle qui enfreigne le fait que vous puissiez mettre sur le marché cette innovation disruptive. Et puis, on vous demande aussi ce qu'on appelle des LOI dans notre jargon, donc des Letter of Intent, c'est-à-dire à la fois de futurs clients qui nous disent que, évidemment, ils sont prêts à un moment donné à acheter votre solution innovante. Donc, évidemment, pareil, en fonction de comment vous travaillez, c'est quelques jours à quelques semaines. Et puis, pour les évaluations, très, très gros changement. Il n'y aura plus un système de go, no go comme avant. Il y aura un système de notes. Donc, on va retrouver ce qui se passe par ailleurs dans les autres programmes, donc un système de notes sur 15. Voilà, chaque critère sera noté sur 5. Et puis, il va y avoir également un gros changement dans l'évaluation, puisque jusqu'à présent, il y avait le même système que Laurent vous a présenté. Là, pour l'IIC Accelerator, il va y avoir pas deux évaluations. Il va y avoir une expertise technique qui va être menée par un expert. Cet expert va contacter l'entreprise. Cet expert va consacrer entre 3 et 5 jours à l'analyse de votre dossier. Il va avoir un certain nombre de questions complémentaires à poser, mais des questions entre guillemets techniques. Il va donc contacter l'entreprise. L'entreprise aura 1 heure d'entretien avec l'expert et l'expert va lui poser des questions qui vont permettre quelque part de compléter ce fameux projet que vous allez déposer. En parallèle de cet expert technique, on va avoir cette évaluation par 3 évaluateurs et quand l'expert technique aura terminé le rapport sur votre projet, il transmettra ses conclusions aux 3 évaluateurs qui prendront leurs décisions en fonction de leurs propres évaluations, mais également en fonction, évidemment, de ce rapport technique. Et donc, cette étape 2, ça a un effet extrêmement structurant et je remercie beaucoup le témoin précédent qui a bien insisté sur le fait que voilà, c'était quand même extrêmement intéressant à un moment donné de se poser, de réfléchir à son entreprise, de réfléchir à ce qu'on peut proposer pour évidemment développer finalement son entreprise. Et c'est vrai que cet IIC Accelerator permet aussi cela. Et puis l'étape 3, donc il y aura 6 cut-off dates pour la full proposal, mais il n'y aura que 3 sessions de pitch. Donc vous voyez les dates. Donc là, c'est 10 minutes de pitch, 30 minutes de questions-réponses avec ce qu'on appelle l'IIC jury, qui est donc différent des évaluateurs qui vous auront évalué en short proposal et en full proposal. Le profil des évaluateurs de la short et de la full, on est plutôt sur un profil scientifique, innovation, etc. Là, dans l'IIC jury, on a à la fois évidemment un profil, on va dire, de technologue ou d'innovateur, mais on a aussi un profil de VC. Et donc, un VC, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les courbes d'effet levier finalement des financements et qui connaît bien évidemment le marché. Et puis, 2 à 3 semaines après, vous avez évidemment les résultats et donc le PCN IIC Accelerator propose des pitch blancs pour pouvoir vous entraîner. Alors, la slide suivante. Donc, bilan des changements de ce que je viens vous dire. La relève pour la short proposal, c'est tous les premiers mardis de chaque mois à 17 h et non plus à 10 h comme c'était le cas avant. Et il y a donc un nouveau dossier, comme je le disais, avec une forme de rationalisation. Étape 2, full proposal. 6 dates de relève, 6 trains d'évaluation, un tout nouveau dossier également et un nouveau processus d'évaluation avec cet échange avec l'expert technique. Et puis pour l'interview, il y aura donc 3 dates. Donc vous comprenez bien qu'il y aura, par exemple, les 2 premières dates de relève feront l'objet d'une seule date
pour les pitchs et les auditions. Donc, évidemment, faut vous y préparer. Parmi les changements qui risquent d'avoir, je ne vous fais pas le dessin sur le contexte géopolitique dans lequel nous nous plaçons aujourd'hui. Et l'avenir sera à ce qu'on appelle le dual use, c'est-à-dire que dans le cadre du FP10, aujourd'hui, ce qu'on appelle le programme cadre de recherche et d'innovation, donc le programme Horizon Europe, il est exclusivement sur des applications civiles. Demain, l'idée, c'est d'aller vers à la fois des applications civiles et à la fois des applications militaires. L'EIC est comme toujours très précurseur dans tous ces changements politiques. Donc, il y a une directive qui est là en train d'être adoptée, qu'on appelle la directive Omnibus Défense. Et il y aura donc probablement il y aura un changement dans le programme de travail 2026 de l'EIC qui permettra de financer des projets dual use et qui permettra d'aller encore plus loin que le dual use, c'est-à-dire de financer des projets de défense, mais exclusivement sur un volet equity. Avec le PCN, donc l'EIC, quelque part, pardonnez-moi l'analogie, mais c'est une forme de start-up, ça fait 5 ans finalement que l'EIC existe, pas plus. Et donc, on commence à avoir un petit peu un profil type du lauréat français, sachant que j'insiste toujours en disant, c'est pas parce qu'il y a un profil type que vous n'avez pas vos chances, il faut qu'on regarde. Donc l'âge moyen, c'est 5-6 ans, mais vous voyez tout de suite, quand on regarde l'âge médian, c'est 4 ans. Voilà, donc ne vous dites pas, ma boîte n'a pas 6 ans d'existence, donc je ne suis pas complètement éligible. C'est juste des faisceaux, des points de repère. Entre 10 et 15 employés, puis vous voyez, on l'a mis là, quand on regarde dans le domaine de la santé, on voit que finalement des startups à 5 peuvent être lauréates de l'EIC Accelerator. Donc encore une fois, attention, mais ça vous permet d'avoir quelques points de repère. Donc plus de 57%, comme je le disais, ont des liens très étroits avec la recherche académique. Vous voyez que, grosso modo, il y en a plus de 1 sur 2 qui a déjà gagné les iLab ou les iNov. Et puis enfin, sur cette histoire de co-investisseurs, sur le fait qu'on est quand même sur des profils d'entreprises qui ont déjà déposé des financements, déjà des fonds, pardonnez-moi, on voit bien que plus de 75% des lauréats avaient effectivement déjà mobilisé des levées de fonds. La France, qui a jusqu'à très peu de temps été numéro 1, donc on caracolait en haut du classement, on est passé en seconde position derrière les Allemands. On a quand même tout de même 109 lauréats aujourd'hui qui ont gagné l'EIC Accelerator entre 2021 et novembre 2025, sur un total, vous le voyez, européen de 743. Les taux de succès de la short proposal, pour ceux qui connaissaient bien en tout début de programme 4, c'est-à-dire en 2021, on était sur des taux de succès hallucinants. C'était 70% à l'échelle européenne et c'était 85% à l'échelle française. Vous voyez que désormais, la short proposal devient une vraie grande préétape de sélection des projets à très fort potentiel. Donc, vous voyez qu'on est passé à 25% à l'échelle européenne, 37% à l'échelle française. Et puis, nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le taux de succès full et puis réussite au pitch. Et on voit qu'on est à peu près à 7% pour l'échelle européenne et on est à un petit peu plus de 10% pour nos startups françaises. Et vous voyez que quand je parlais d'ambition, quand je parlais de scalabilité, quand je parlais de croissance, vous voyez que les financements moyens demandés par les lauréats français, on est quand même à 8,2 millions d'euros. Alors, ce qui inclut évidemment la subvention, mais si j'enlève 2 millions de subventions, on voit qu'on est quand même sur des budgets assez importants. Je vous ai mis également le lien pour que vous retrouviez l'ensemble des 109 lauréats, voir quels sont leurs projets, pour vous permettre évidemment, je l'espère, de pouvoir vous projeter. J'ai dit que j'en parlerai pas, j'en ai juste parlé introduction, donc je m'arrête là. Je vous laisserai les slides évidemment pour l'EIC Step Scale Up, qui est encore le cran d'après. Mais s'il y a déjà des questions, je suis évidemment à votre disposition pour vous répondre. Voilà, je te repasse la main, Zoé, pour la suite du webinaire et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. Éventuellement, justement, la question dans le chat concernant la liste des matériaux identifiés comme critiques, concernant le challenge sur le sujet, est-ce que tu as l'info là-dessus, sur la liste, une liste existante?
Faudrait peut-être On regarder a dans bien le sûr, call, tout voilà, on a simplement. bien sûr évidemment quelques informations sur le sujet et je peux bien sûr les transmettre, pas de problème. Oui, Laurent, absolument, oui, 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 tu as absolument raison. Donc je vais passer, puisque j'ai encore la main. Mm. Voilà, je vais passer. C'est vrai que je me suis arrêtée un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est juste pour vous présenter l'équipe PCN. Donc vous voyez, nous, on est 6. Donc 3 personnes de BPI France, 3 autres personnes. Donc Gorka Gorazureta, qui est notre coordonnateur et qui est 100% ministère. Donc moi-même et puis tous les autres, nous sommes mis à disposition à hauteur de 40% de notre temps. Vous avez nos coordonnées. Et puis effectivement, Laurent a raison. Ah oui, ce qu'on fait quand même, hein, je ne l'ai pas dit. Donc évidemment, on vous accompagne, on répond à vos questions, on regarde la pertinence pour votre entreprise, on fait donc des pitchs blancs, on prépare aussi des ateliers de relecture, mais notamment au niveau des régions. Donc si la région organise un atelier de relecture, le PCN répondra présent, mais on ne fait pas nous-mêmes des organisations d'ateliers de relecture. On se met en lien avec les régions et d'où aussi notre présence aujourd'hui. Et puis, vous l'avez compris, l'Europe va investir sur beaucoup d'années, notamment avec ce volet equity qui peut, notamment dans le cadre de la santé, aller jusqu'à 14-15 ans. Hein. Donc, forcément, le PCN monitore évidemment la situation des lauréats. Et donc, merci Laurent. Et donc, voici les aides, notamment délivrées par, alors pour l'ANR, je laisserai Laurent dire éventuellement un mot s'il le souhaite, mais pour notamment tout ce qui est IC Accelerator, c'est surtout autour de BPI France. Et puis nous avons aussi compilé toutes les régions, enfin un grand nombre de régions proposent aussi leurs propres aides et je vais vous passer la parole. Et donc on a tout compilé sur un lien. Voilà, donc du coup là je vous repasse définitivement la parole. Ça marche. Merci beaucoup, Carole. Je reprends la présentation, effectivement. Oui, on va peut-être justement avant de présenter l'outil Jump, qui est typiquement un outil d'aide au montage développé par la région Normandie, on voulait donner la parole à Thomas Parias d'Aurora Stérilisation pour revenir sur le retour d'expérience sur un projet financé par l'IIC Accélérateur qui s'appelle Asclepios. Thomas, est-ce C'est que ça, vous êtes là? c'est Parfait. ça. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, Asclepios qui est la déesse, qui est la déesse de la pharmacie en grec. On a lutté un peu pour trouver un beau nom avant de lancer le projet. Je commencerai juste par une question par rapport aux différences qu'il y avait pour nous. Carole, est-ce qu'il existe toujours des shortcuts pour la short proposal quand les sociétés ont été lauréats de iNov ou de iLab ou des choses comme ça? Absolument, il existe effectivement une passerelle plugin, c'est ce qu'on appelle la passerelle plugin qui est délivrée par BPI France et qui effectivement existe, mais il y a 3 points, si vous permettez. La première, c'est qu'il y a 4 effectivement dispositifs français qui sont éligibles à cette plateforme, dont iLab et iNov que vous venez de citer. Il y a 79 places par an. Ça veut dire qu'il y a 20 places à peu près par dispositif, puisqu'il y en a 4, et ce sont donc des dispositifs opérés par BPI France, et c'est BPI France qui sélectionne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une automaticité. Il faut quand même passer donc entre les mains de BPI France pour disposer de cette plateforme. Juste si vous me permettez en 20 secondes, il y a évidemment des avantages, et je suppose que vous allez en parler Thomas, parce que ça permet effectivement de pouvoir directement rentrer en étape 2 du processus de sélection. Donc c'est un avantage. Ça permet aussi de ne pas griller quelque part les fameuses 3 cartouches dont je parlais. L'inconvénient de la passerelle plugin, c'est que vous rentrez directement en étape 2 et vous n'allez donc pas bénéficier de ce qu'on appelle l'ESR, l'Evaluation Summary Report, que les autres auront pour la short proposal, puisque comme votre projet va être évalué par 4 experts, vous aurez vous aurez les ESR et ça vous permet quelque part de corriger un petit peu le tir pour l'étape 2. Donc, il y a beaucoup d'avantages et je ne peux qu'inciter nos lauréats à regarder la passerelle plugin s'ils sont éligibles, mais il y a aussi un certain nombre, entre guillemets, d'inconvénients et donc c'est là où la short proposal de la Commission européenne peut jouer son rôle. Voilà, pardon, j'ai été trop longue, mais je vous repasse la parole, Thomas. Merci.
Non, pas de problème. Il y a beaucoup de subtilités dans le programme et c'est important de les connaître et de bien les maîtriser pour pouvoir aller au bout. Alors, je suis désolé, je vais vous présenter, moi, notre expérience qui est de l'ancien système, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui pourront vous être utiles. Donc, en 2 mots, Aurora Colplasma Stérilisation, c'est une société qui est issue d'un programme AMR de recherche qui avait été mené par l'université de Reims-Champagne-Ardenne en collaboration avec des sociétés qui étaient basées, entre autres, normandes, notamment basées à Bayeux, spécialisées dans les plasmas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous, on propose une solution de stérilisation pour les hôpitaux, pour les dispositifs médicaux réutilisables extrêmement complexes, typiquement des endoscopes qui ont des matériaux thermosensibles, des résines, des optiques, des choses qui résistent pas au système traditionnel de stérilisation que peuvent être l'usage de la température et de la pression ou alors des produits chimiques. Et en fait, on va utiliser quoi? On va utiliser des aurores boréales ou des plasmas d'oxygène typiquement. On va activer l'atmosphère qui se trouve autour du dispositif dans le but en fait de nettoyer la matière biologique. Et on a des réglages extrêmement précis parce qu'il faut attaquer la matière biologique mais ne pas attaquer des matériaux sensibles, voire des biomatériaux qui peuvent constituer les dispositifs médicaux. C'est un marché qui est absolument considérable. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les endoscopes qui sont utilisés dans les hôpitaux, typiquement, les données fournies par Eurofins lors du dernier congrès mondial de stérilisation il y a 2 semaines montrent qu'un endoscope sur 4 qui est utilisé sur un patient ne devrait pas l'être. Il est tellement contaminé qu'il ne devrait pas l'être, il pourrait être source de contamination et de très gros problèmes derrière. Donc on apporte vraiment une solution dans un domaine qui est très peu connu, vous en entendez assez peu parler dans les nouvelles, qui est connu que d'un grand nombre de spécialistes et d'un petit secteur, mais derrière, le marché est potentiellement gigantesque. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur lesquels on apporte une solution absolument gigantesque. Et une fois qu'on est rentré sur ces dispositifs complexes, on peut apporter des solutions pour d'autres dispositifs à l'hôpital. Donc on était, je reprends un peu ce qui a été dit derrière, on est un projet qui est à la convergence de plusieurs sens, puisqu'on a les techniques du vide, on a la biologie, on a la physique du plasma, on est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le domaine et qui est très original. Et d'ailleurs parfois handicapant. Pourquoi? Parce que dans le domaine de santé, les gens sont plus habitués à investir sur des molécules, sont plus habitués à investir sur de l'IA. Donc on n'avait pas trop tendance, mais voilà. Et on a réussi à faire connaître la problématique qu'on voulait adresser auprès de l'OIC et avec succès. La société a été fondée en 2019. Moi, j'ai commencé à y travailler en 2017 et on est 3 cofondateurs. On a fait notre première levée de fonds en décembre 2021, suivie d'une deuxième levée de fonds en décembre 2022 par les mêmes actionnaires. Et en fait, au final, on a levé à peu près 5 millions d'euros sur ces 2 levées combinées. Et en même temps, on a été lauréat d'un AMI en février 2022 qui concernait les maladies infectieuses émergentes. On a pu surfer sur l'après-Covid et l'intérêt que justement la lutte contre les potentielles contaminations à l'hôpital pouvait représenter. Au milieu de tout ça, en fait, on s'est tout de suite intéressé aux mécanismes de subvention. C'est une recherche dans notre équipe de management. On est 3 fondateurs et on en a toujours un qui est en train d'essayer de comprendre quelles vont être les prochaines étapes de financement de la société. Parce que malheureusement, la vie est longue avant d'avoir des gros contrats. Et nous, on est en train d'y arriver. Je peux vous dire, c'est absolument fabuleux et on remercie toutes les aides qui nous ont été données avant. Voilà, mais donc en fait, dès novembre 2022, 7-8 mois après notre levée, on s'est intéressé au mécanisme européen. Et là, on a commencé surtout par une recherche de partenaires. C'est vraiment un point qui est très important, trouver des partenaires, trouver des gens qui sont spécialistes de la rédaction de ces choses, qui vont vous aider et qui vont vous aider aussi à prendre du recul, à vous tirer, à vous dire attends, là il y a des étapes, viens, il y a telle chose qui a été faite, à vous aider à formaliser et à le mettre dans le langage qui est attendu par les examinateurs du dossier. Nous, on a tout à fait par hasard, on est tombé sur une société qui s'appelle Inextenso Innovation. Maintenant, si vous faites des recherches plus poussées, que vous posez des questions autour de vous, vous allez voir, il y a un certain nombre de spécialistes qui ont des taux de succès assez élevés et ça vaut vraiment le coup de bosser avec ces sociétés. Ils vont vous challenger, ils vont vous pousser et ça va être compliqué. Dessus, en fait, on est parti sur un projet Grant et Equity. Et on a mis un peu de temps à contracter avec Inextenso Innovation. On a contracté à peu près en janvier 2023.
Et on avait un step 1 qui était assez light. Et vous savez quoi? Bah, en fait, ça nous semblait absolument fabuleux. On semblait pouvoir le faire avec notre très, très grand talent. On avait eu tellement de succès jusqu'à jusqu'à devoir s'y mettre et on l'a complété à l'arrache. Je pense que vous connaissez à peu près tout ça. Les 2-3 nuits avant, on essaie de compléter un truc. Le faites pas. Le faites surtout pas. Et en fait, on est passé grâce au talent de Mathieu qui nous a accompagnés sur le projet et à qui on doit vraiment beaucoup. Donc on a passé ce step. On n'est pas passé par les programmes BPI parce qu'ils sont arrivés après notre passage. Mais on était très contents et en fait on a compris la leçon et en fait on a eu le résultat du step dès fin avril. En fin avril, comme on avait déposé début mars, on a immédiatement commencé à préparer le step 2, avant même les résultats du step 1. Et là, on a fait un énorme boulot. Donc, point très important ici, c'est ayez quelqu'un de dédié dans votre organisation à ça. Vraiment, c'est ça. Nous, ça a duré donc de début mars jusque fin juin. Mais j'avais, grâce à mes co-investisseurs, j'ai à peu près 80% de mon temps qui était dédié à ça. Et bon, après, si on rajoute les nuits et tout le reste, je pense que ça a été c'est au-dessus des 100%, mais c'est hyper important que vous puissiez être vraiment la tête plongée là-dedans et avancer et travailler en commun avec votre partenaire de co-rédiger les documents. Il vous envoie des éléments, vous les re-rédigez, vous les avancez. Ça a été une préparation extrêmement intense, hein. Il y a plusieurs nuits de travail qui y sont passées, mais bon, il faut ce qu'il faut parce que c'est une compétition, hein. Et alors en plus de ça, on a été une année absolument extraordinaire. On a tout cumulé nous, parce que on avait une magnifique plateforme de dépôt qui était gérée par l'IA. Donc en fait, nous on préparait tous les textes, on retravaillait tous les mots-clés à l'intérieur. Chaque partie du texte était retravaillée 3 à 4 fois entre Mathieu, entre moi. Il y a 4 allers-retours. On devait condenser pour chaque réponse. On avait un nombre de mots qui était limité parce que ça devait rentrer dans l'IA. Donc je sais pas si les plateformes IA sont revenues, mais bref. Et 4 jours avant le dépôt, c'est-à-dire qu'on était le vendredi et le dépôt se terminait le mardi, la plateforme a été fermée. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu rupture de contrat entre l'opérateur de la plateforme et l'Union européenne. On avait un document qui faisait, nous au total, qui faisait à peu près une centaine de pages, et on nous a donné 10 jours pour recondenser le document, le remettre. Les questions étaient changées, et on avait 10 jours pour redéposer. Donc je peux vous dire que là, ça a été nuit et jour, mais une expérience absolument extraordinaire. À la sortie, j'ai pris une petite semaine complète pour récupérer du sommeil et tout le reste. Mais vous savez, c'est comme quand on monte une montagne, hein. C'est le chemin, quand on le regarde après, est parfois plus beau que l'arrivée au sommet. Et surtout, en fait, ça a été un travail de fond absolument passionnant. Vraiment passionnant parce que la qualité des questions qui ont été posées dans le processus que nous, on avait de 50 pages, où on nous posait des questions sur chacune des phases du marché, sur une partie quels étaient les lead adopteurs, les différentes maturités d'adoption sur ces phases de marché, quels étaient les risques, comment mitiger les risques. Enfin, voilà, c'était une analyse en très grande profondeur qui a été extrêmement utile. Et alors, on a bénéficié, nous, en plus d'une chose, c'est que on anticipait les futures levées de fonds et on avait donc commencé à travailler avec un cabinet de conseil sur une étude de marché. Et ça, si jamais vous avez l'occasion de travailler avec un extérieur qui est un professionnel vraiment des études de marché, qui peut vous accompagner sur une analyse assez profonde du marché, vous produire des graphiques de qualité, nous, ça a fait une vraie différence dans le dossier. Et après, même dans la partie pitch. Je reviens sur un point qui a déjà été dit. Faites attention parce que vous préparez énormément toutes les questions, puis vous redéposez le pitch modifié, et le pitch il va être bloqué pour la phase 3. Et nous, on avait fait un pitch un peu sans penser qu'on allait le présenter, et ça a été un peu acrobatique pour la phase 3. Bref, en fait, là-dessus, on est parti quasiment en vacances. Enfin, on a bouclé le mois de juillet qui a été très chargé parce que c'est la période des boards, du reporting. Moi, je suis revenu un peu aux affaires sur la partie recherche qui avait avancé. On était à peu près une quinzaine de personnes dans la société pour vous donner un ordre de grandeur. On avait déjà beaucoup d'avancées qui étaient faites techniquement, mais le IC, on comptait vraiment dessus pour pouvoir avancer. Et on a eu les résultats début décembre.
Et on était super heureux de cette réussite. Et c'était absolument génial. C'était d'ailleurs le premier contact avec Gorka de l'équipe des PCN. Et en fait, on s'est dit, bon, un oral, de toute façon, on est vachement bon, ça va être super, on va le faire finger in the nose, et on a un talent de dingue, et vous allez voir, tranquille. Et en fait, là, vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, donc notre partenaire pour préparer l'ensemble, nous a organisé un oral blanc, et ça a été mais un bain de sang. On s'est ramassé, mais un truc de fou. Et en même temps, on a eu notre président du board qui nous a organisé une interview avec une autre société au board duquel il est, qui eux étaient arrivés à l'oral tranquille et qui avaient planté 2 fois l'oral et donc qui repartaient à zéro. Eh ben, on s'est rendu compte que il fallait bosser. Et donc ça a été une très grosse alerte. Et là, en fait, on s'est mis à bosser. Et en fait, on a bossé ça. Et vraiment, je vous recommande parce que pareil, c'est un gros mois, hein, parce que nous, on a eu les nouvelles tout début septembre. On passait l'oral le 15 octobre ou le 12 octobre. Et grosso modo, on a bossé pendant 4 semaines. Mais ça a été mobilisation de guerre, c'est-à-dire script écrit. Chaque slide ultra millimétré. Il y a des règles dans l'oral qui sont hyper importantes. Vous avez un temps à respecter, mais quasiment à la seconde. Après, en Q&A, c'est moins de 30 secondes par réponse. Une seule personne qui répond, personne qui reprend sur l'autre. Donc nous, on s'était là-dessus, grâce au PCN qui nous ont organisé 2 ou 3 euros blancs. On a eu 3 euros blancs aussi avec notre préparateur. On a deux autres personnes qui se sont mobilisées, qui sont proposées de nous faire passer à l'oral blanc. Et tout était écrit. Je crois que les PCN nous avaient communiqué aussi une liste de questions typiques qui pouvaient être posées. Et donc, on avait bossé un script pour chacune des réponses. Et typiquement, toutes les autres sociétés, alors nous, on passait en visio. Ce qui était moins simple parce que c'est vrai que quand on est en physique, on avait la prestance joue beaucoup et la capacité de créer un lien physique est extrêmement important. Ce qui fait que nous, on s'était positionné. Alors, on avait fait 2 choses. On a fait un pitch à 2. Donc, on se renvoyait la parole à 2. Ça, je vous le conseille. C'est un exercice qui est très touchy, qui est un peu complexe, mais qui vous permet de donner vachement de dynamique dans votre présentation et un bon rythme. Et ensuite de ça, on s'était positionné dans nos labos pour que les gens voient les gens travailler derrière nous. Donc, on voyait des gens qui travaillaient derrière nous. Et on a bossé comme des chiens. La dernière semaine, c'était un oral le matin en se levant, un oral à midi, un oral couché le soir. Et encore, mon beau-frère avec qui qui est un des cofondateurs, m'a changé une partie de mon script 5 minutes avant l'oral. Enfin, c'était extraordinaire. Et alors, pour compléter le tout, ça aurait été trop simple et trop fun de terminer sur un si beau process. On était très soulagés de l'oral. On avait un bon feeling, mais bon, on sait qu'il y a eu des grosses surprises. Et en fait, les résultats de notre oral sont tombés au moment où il y a eu ces massacres en Israël. Et or, par solidarité vis-à-vis des Israéliens, ils ont repoussé et on a eu quasiment 3 semaines supplémentaires à attendre pour avoir les résultats. Donc autant pour vous dire, on était vraiment sur le gré. Et on a réussi, on a eu 2,5 millions en equity, et puis un engagement de la BEI d'abonder en co-invest jusqu'à 10 millions d'euros sur les prochains tours. Extraordinaire, fabuleux. Après, dans le déroulé, je vous recommande très, très, très vivement de contracter les services d'un spécialiste de suivi pour le reporting. Ça a été essentiel. Et là, nous, ça a été Mathieu qui avait déjà préparé le dossier, qui connaissait le dossier, donc il a continué en fait à nous aider à rédiger les livrables, à rédiger les reportings financiers, toutes ces choses. Ça nous semble tellement simple, mais en fait, c'est énormément de boulot si vous voulez bien le faire. Avec les points de contact, ça s'est très bien passé. Ce sont des gens vraiment très gentils et bienveillants. La plateforme de reporting est un peu complexe. Il y a vraiment, il y en a dans tous les sens. Par contre, c'est très avantageux parce qu'il y a aussi des financements qui sont différents de BPI, c'est-à-dire que vous allez avoir des financements possibles sur la partie marketing, sur la partie dépôt de brevets, sur ces choses-là. Je veux pas durer trop longtemps, mais quelques points forts du dossier importants. Le choix du partenaire, je l'ai déjà dit. La personne dédiée, je vous le rappelle, c'est hyper important. 3e point, c'est une compétition. Ne lâchez rien
avant la dernière ligne droite. Enfin, je ne sais pas quelle est votre mentalité, mais moi, tant que je pouvais changer une virgule, je changeais une virgule. On avait pré-déposé, on a redéposé 2 fois derrière pour avoir le truc optimal. Et on pouvait pas rien faire de plus, hein, mais voilà. Et puis ne pas s'arrêter en fin de phase 2. L'oral, il faut vraiment, mais bossez-le, bossez-le, bossez-le. C'est tellement puissant. Et ça nous a aidé après nous pour des pitchs. Ça a été vraiment un exercice extrêmement important. La qualité du dossier a été appréciée parce qu'on avait pas mal de lettres d'intention. Donc bossez bien, allez voir des clients potentiels, allez voir des investisseurs, faites-vous aider de vos boards, de vos investisseurs, de tout ça pour avoir des LOI. On avait 15 ou 16 LOI dans le dossier, donc ça a été vraiment apprécié et c'était important. Pensez aussi à avoir un comité scientifique avec des scientifiques importants que vous puissiez marketer de la boîte. L'étude marketing, j'en ai parlé. Des points importants, pensez à féminiser vos équipes. On a dû faire un peu des jeux d'équilibre pour expliquer sur les jeux de féminisation de nos équipes. Pensez à vos brevets, déposez des brevets en avance. Nous, on n'avait pas beaucoup de brevets, mais on a fourni une roadmap de dépôt de brevets en expliquant ce qu'on allait breveter, quand est-ce qu'on allait le faire, et voilà. Et on avait à la fois une FTO et une étude de patentability. Ça, on les avait fait très en avance. Pensez-y, ça prend du temps. Et si vous êtes là à devoir le faire à l'arrache parce que vous avez atteint le step 2 et tout, c'est dommage. C'est vachement utile pour tout ce qui est levée de fonds et tout le reste après. Donc c'est quelque chose sur lequel vous perdrez pas de temps. Et bon, je pense que de toute façon vous avez tous commencé déjà vos brevets. Ce sont des choses que vous avez lancées avec dans les stratégies de vos brevets. C'est pas forcément bien formalisé, donc pensez à le faire. Voilà, les PCN sont super utiles et encore merci à toute l'équipe PCN pour votre soutien. Ça a été top. Je termine juste par un mot sur la partie equity. Et je serai un tout petit peu modéré et pardon messieurs, messieurs mesdames de l'équipe PCN. Ça a été beaucoup plus complexe que ce qu'on envisageait. Pourquoi? Parce que il faut un lead investor sur un nouveau tour qui doit faire le prix, qui est un extérieur. Or, en ce moment, les levées de fonds sont très complexes. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que le marché devient de plus en plus dur. Par rapport aux maturités des sociétés, tout le reste, maintenant, les investisseurs dans les deuxièmes tours, ils attendent vraiment qu'on soit sur le marché. Donc voilà. Et nous, on vient de boucler en juillet un tour où la BEI a abondé. Ils ont abondé en obligations. Or, il y a quand même beaucoup de sociétés qui ont demandé des obligations. Donc, pour eux, ça commence à faire le mécanisme obligation. Donc, la quasi-equity commence à être visiblement assez plein. Donc, attention, c'est pas donné. C'est pas une sub que vous avez dedans et il y a du chemin et du boulot à faire dessus. Mais hormis ça, c'est un bel investisseur à avoir dessus. L'impact sur les investisseurs extérieurs, on s'attendait vraiment à avoir des ventures qui soient enchantées et qui refassent avec eux derrière. Ça n'a pas vraiment été aussi. On s'attendait à beaucoup plus, quoi. L'impact a été un peu moins évident, mais les 2,5 millions, nous, ça nous a changé la donne. Maintenant, on est 30. On est en train de finir notre marquage. On est en discussion sur nos premiers contrats qu'on attend l'année prochaine. Et on va avoir une année 2026 de dingue et l'Europe a été essentielle dans cette étape. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour très, très complet et vraiment qui complète bien les présentations précédentes et en particulier celle de Carole qui précise dans le chat qu'il n'y a plus de plateforme IA pour le dépôt en step 1 de l'EIC accélérateur. Donc, voilà, ça c'est terminé. Et au moins c'est clair. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la suite et très très rapidement parce que voilà, on est en retard sur le timing et on va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Juste vous préciser, comme le précisait Thomas, en effet que c'est parfois important et puis aussi également Laurent de Naturplast, c'est parfois important d'avoir recours à des cabinets spécialisés dans le montage de projets pour vous aider à monter votre proposition, à y voir plus clair sur les objectifs. Et donc, la région Normandie a mis en place un outil de ce type qui vise à vous mettre en relation avec des cabinets qui ont été présélectionnés auparavant sur 3 lots thématiques. Un premier lot
transition énergétique, climatique, mobilité durable, un deuxième lot recherche, innovation numérique qui comprend le IC, et un troisième lot citoyenneté, jeunesse, formation, culture. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, vous trouverez plus d'informations dans les diapos et dans des webinaires qu'on a pu organiser par ailleurs, mais sachez que la région Normandie a mis en place un outil dans le cadre duquel vous pouvez être accompagné dans le montage de projets européens par des cabinets de conseil spécialisés à hauteur de 60 heures d'accompagnement si vous êtes coordinateur d'une proposition, ou alors 30 heures d'accompagnement maximum si vous êtes partenaire ou s'il s'agit d'un redépôt de proposition. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais sachez que cet outil existe et n'hésitez pas à creuser ou à contacter l'équipe de l'antenne de la région à Bruxelles si vous avez des questions. Donc vous voyez ici, on est deux en l'occurrence aujourd'hui. Ma collègue Manon qui m'a aidé à organiser ce webinaire et qui est en charge des sujets urbains, éducation, culture, jeunesse à l'antenne, donc qui suit des programmes plutôt comme Erasmus+, Europe créative, mais également LIFE ou certains volets d'Horizon Europe. Et moi, de mon côté, je m'occupe plutôt des sujets recherche, innovation, climat, énergie. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas. On est l'équipe derrière Jump Europe et on est là pour répondre à vos questions sur les différents programmes européens. Donc, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Un grand merci pour votre participation, un grand merci aux intervenants pour leurs interventions. Encore une fois, le replay, la présentation seront disponibles sous peu sur le site L'Europe s'engage en Normandie. On vous enverra sans doute rapidement le lien par mail pour que vous ayez bien l'info. Et voilà, encore un grand merci pour votre participation et bonne suite de journée. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.